Merci beaucoup pour l'accueil et pour l'invitation. Donc ben voilà, tout a été dit. J'ai eu l'occasion et l'opportunité de travailler sur ce projet de loi sur la transition énergétique en tant que responsable énergie au Parti de gauche. Et donc depuis l'ouverture du débat national sur la transition énergétique, on suit le projet évidemment, qui est en train d'aboutir et qui sera voté bientôt et qui est déjà passé une première fois dans l'Assemblée. Et donc il nous a semblé que c'était un bon moyen d'aborder l'écosocialisme concret par rapport à ce projet de loi. Alors vous le savez tous, hein, je vais faire très très vite, mais vous savez que le GIEC vient de ressortir une nouvelle fois un rapport qui montre que le dérèglement climatique s'accentue et tous les problèmes que ça pose évidemment. La pollution de l'air est de plus en plus difficile à gérer, on le sait. La précarité énergétique fait des ravages en France et on va en parler tout à l'heure. La santé et la sécurité des travailleurs et des citoyens est de plus en plus menacée par nos modes de production. Et donc du coup, on aurait pu attendre un projet de loi qui transforme en profondeur notre système et qui permette de régler ces problèmes, en tout cas de prendre la voie pour y aller. Mais en définitive, non, c'est notre point de vue et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. En définitive, non, ce projet de loi n'a qu'un seul but à notre sens, c'est de ramener le nucléaire au secours du capitalisme vert. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, du coup, on le voit tout de suite par le titre même de la loi qui s'appelle, le projet s'appelait, et la loi va s'appeler comme ça, hein. Donc projet de loi relatif à la transition énergétique, mais attention, pour la croissance verte, ce n'est pas pour autre chose que pour la croissance verte. Donc du coup déjà ça en dit assez long, puisque la croissance verte c'est quoi? C'est la croissance du PIB, c'est-à-dire c'est la croissance tout court. C'est-à-dire rester dans un système tel qu'on le connaît et le faire croître pour ceux qui en profitent. Donc du coup il y a des objectifs affichés par cette loi, qui sont louables, hein. Par exemple, on veut réduire de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre à 2030, en 2030 par rapport à 1990. On veut diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, le facteur 4 en 2050. On veut réduire notre consommation d'énergie finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 et porter à 32% la part des énergies renouvelables en 2030 et enfin réduire à 50% la part du nucléaire dans le mix énergétique de production d'électricité nucléaire en 2025. Tous ces objectifs sont louables, mais ce sont des objectifs, ce ne sont pas des contraintes, et vous allez voir qu'on va peiner à les atteindre, et certainement qu'on ne les atteindra jamais, parce que les objectifs réels sont d'une part la libéralisation du marché de l'énergie, à vrai dire, le choix gouvernemental de l'austérité qui est imposé par cette loi, et on parlera du budget tout à l'heure, qui justement n'est pas du tout à la hauteur des ambitions de cette transition, et le maintien à tout prix, et ce prix est extrêmement élevé, on aura l'occasion d'en parler peut-être dans le débat parce que j'ai que 10 minutes, du nucléaire. Donc c'est un projet libéral avant tout, d'abord parce que, je vais essayer de vous le montrer, parce que d'abord il y a un premier pan sur la rénovation thermique des bâtiments. Il y a eu beaucoup de progrès de fait entre le projet de loi lui-même et la loi telle qu'elle est arrivée, après passage en commission, la loi telle qu'elle est arrivée devant les députés. Donc du marché de l'énergie. D'abord par la mise en concurrence des concessions hydroélectriques. Alors ça, on savait que ça devait avoir lieu, hein, c'est l'Europe qui nous le demandait instamment. Sauf que là, la loi prévoit à créer de nouvelles sociétés d'économie mixte, des SEMH, donc hydroélectriques, qui permettront au privé de rentrer jusqu'à 66% du capital des concessions hydroélectriques, alors que les SEM de base, elles imposaient un actionnariat public de 51%. Ce qui veut dire qu'à partir de demain dans la loi, les concessions hydroélectriques pourront être possédées à 66% par des actionnaires privés. Deuxième élément important, c'est tout le développement du marché des renouvelables. Hein. Il y a un vrai effort qui veut être fait dans ce sens-là, sauf que Ségolène Royal a été très clair là-dessus, et le projet de loi tel qu'il est inscrit va l'entériner. C'est un développement des énergies renouvelables, mais industriel et mondialisé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ségolène Royal l'a dit plusieurs fois, et elle l'a même écrit avant, elle espère et elle veut que Areva et EDF soient les porteurs d'une immense majorité des projets de développement des ENR. On aurait pu espérer qu'il y ait un effort pour encourager les coopératives villageoises, qu'il y ait quelque chose qui porte les citoyens à s'inscrire dans le mouvement, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Alors la seule chose qui permet aux citoyens aujourd'hui de participer à ce développement des ENR, c'est que le capital des sociétés qui s'installeront sera ouvert à hauteur de 20% aux riverains.
Bon, vous voyez ce que ça veut dire 20%. Non seulement il n'y aura pas de pouvoir décisionnaire, d'une part, mais en plus de ça, ça permettra aussi de faire taire certains en les payant peut-être juteusement et en les renvoyant à des dividendes qui pourraient être juteux et justement les permettre de se taire sur certains projets qui ne seraient pas viables. Ou en tout cas qui ne respecteraient pas ce qu'on souhaite porter nous. Et le troisième point de libéralisation du marché de l'énergie, vous allez comprendre, c'est l'illusion de la voiture individuelle propre. Alors ça, c'est le grand truc de Ségolène Royal. C'est ce qui a dominé et ce qui dominera, soyez-en sûrs, dans les années qui viennent, toutes vos publicités et tous vos comportements quand vous irez voir votre garagiste. C'est qu'on veut que demain, tout le monde ait une voiture électrique. Alors attention, que les choses soient très très claires. C'est évident qu'une voiture électrique qui roule pollue moins qu'un diesel. Là-dessus, il n'y a aucun doute, évidemment que oui, mais dire que la voiture électrique est une voiture propre, c'est une supercherie, c'est une illusion et c'est même un mensonge que le tribunal a condamné, puisque Stéphane Lhomme, qui est le responsable de l'Observatoire du nucléaire, a déposé une plainte contre les constructeurs qui prétendaient produire des voitures électriques propres pour faire enlever le mot propre derrière, et il a gagné. La voiture électrique n'est pas propre, elle a des batteries au lithium. Le lithium, c'est un métal rare qui nécessite de l'extractivisme, qui impose encore plus notre présence dans des pays qui, déjà pauvres, sont obligés de subir notre colonialisme industriel, etc. etc. Ce n'est pas, la voiture électrique n'est pas une voiture propre. D'autant que, mais ça va voir, ça va beaucoup plus loin tout de même, parce qu'il faut quand même comprendre qu'une enveloppe de 2 milliards va être allouée aux subventions pour cette voiture électrique, et aux incitations fiscales. Une partie va aller aux collectivités locales qui auront obligation d'acheter 50% de voitures électriques au renouvellement de leur parc automobile. Une autre partie va aller à l'installation de bornes de recharge. Je crois que c'est 7 millions de bornes de recharge qui sont prévues, et un calcul de reporter d'Hervé Kempf montre qu'aujourd'hui, le prix d'une borne aujourd'hui, parce que la borne nécessite une place de parking, etc., ce sont des bornes publiques, ce ne sont pas des bornes privées. Ces bornes publiques coûtent aujourd'hui à l'installation 6 000 € la borne. Oui, 6 000 € la borne ou moins cher, hein, la moins chère. Multiplié par 7 millions, vous n'avez qu'à faire le calcul, combien ça va faire de subventions données, pris sur les crédits de l'État pour subventionner des entreprises privées et aller installer 7 millions de bornes avant même qu'on ait les voitures, évidemment. Ça, c'est un peu comme le militaire. Et évidemment, le reste ira aux incitations à l'achat de véhicules. Et là, évidemment, on peut en parler parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la rénovation thermique, l'incitation à l'achat de véhicules, c'est formidable, c'est extraordinaire. Hein, mais qui, aujourd'hui, je crois que la prime cumulée pourrait atteindre 10 000 €. Sauf qu'une voiture aujourd'hui électrique en France coûte 21 000 €. Il faut donc rajouter 11 000 €. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que ceux qui vont changer leur voiture sont ceux qui ont les moyens, qui la changent tous les 5-6 ans, donc qui ont peut-être des voitures qui polluent, peut-être des diesels, mais en tout cas qui vont mettre à la case, parce que ces voitures iront à la case, qui vont mettre à la case des voitures qui sont moins polluantes que des voitures qui ont 20 ans, par exemple, mais que ceux qui les possèdent, parce qu'elles ont 20 ans, ne pourront pas remplacer, parce qu'ils ne pourront pas rajouter 11 000 €. Résultat des courses, il y a des voitures qui vont avoir 5 ou 6 ans qui vont aller à la casse, et à côté de ça, ceux qui n'auront pas les moyens, qui ne pourront pas changer leur voiture, continueront à polluer autant avec des voitures qui ont 20 ans. Et soyez-en sûrs, dans quelques années, on les taxera eux, parce qu'ils n'ont pas fait l'effort de changer leur voiture. Ils payeront donc en plus, non seulement ils se sentiront coupables de ne pas pouvoir s'acheter des voitures électriques, mais en plus de ça, on leur fera payer une taxe diesel peut-être, parce que justement, ils auront gardé leur vieux véhicule qui a plus de 20 ans. Bon. Sur son parc nucléaire, ce mur d'investissement est lié essentiellement à la prolongation des réacteurs, d'une part, à la mise aux normes post-Fukushima, d'autre part, et aussi au rattrapage de tout ce qui n'a pas été fait depuis des années sur la maintenance, puisque EDF avait considéré, d'ailleurs comme les constructeurs de ces centrales, qu'elles ne dureraient pas plus de 30 ans et qu'au bout de 30 ans on arrêterait. Sauf que la loi entérine et sanctuarise le nucléaire et maintenant l'autorise à aller jusqu'à 40 ans et peut-être plus. Donc il faut faire des travaux conséquents. Ce coût des travaux va être reporté forcément sur le coût de l'électricité, et comme on va libéraliser le marché de l'électricité, le prix du marché va être dépendant de ces investissements qu'il va bien falloir amortir. Et en Angleterre, ça a fait largement augmenter le prix de l'électricité. C'est un exemple frappant. Et il faut y ajouter le prix du démantèlement. Oui, oui. Alors, moi, normalement, j'ai toute une partie sur le coût réel du nucléaire que je ne vais pas vous faire ici. Autrement, il faudrait 1h30. Mais effectivement, il n'y a pas que le démantèlement. Hein. Il y a la réhabilitation des sites d'extraction d'uranium qui n'ont jamais été réhabilités en France, entre autres, mais aussi à l'étranger, etc. etc. On pourrait en parler longuement.
Donc du coup, ce projet de loi est en accord parfait avec la loi NOM, qui était une loi de libéralisation du marché de l'énergie. C'est bien la preuve que cette loi est aussi libérale. Et donc du coup, elle est libérale parce qu'elle incite à l'individualisation des démarches d'efficacité et de sobriété, parce qu'elle libéralise les concessions hydrauliques, parce qu'elle ouvre et elle mondialise le marché des énergies renouvelables, parce qu'il va y avoir une ouverture du capital d'EDF, et Corinne en parlera peut-être, mais vous avez peut-être entendu de ce qui se passe autour d'Areva aujourd'hui. Il va falloir que l'État vienne recapitaliser Areva de 2 milliards à cause de ces investissements complètement aberrants qu'il a fait sur Uramine, sur le projet Uramine et ailleurs. Donc on va encore une fois socialiser les dettes et on va privatiser les bénéfices, évidemment. Et la déréglementation des tarifs de l'électricité. Donc tout ça nous montre que ce projet de loi est une véritable supercherie écologique, puisqu'on essaye de nous faire croire que la libéralisation du marché de l'énergie pourrait nous pousser à ralentir notre consommation. C'est quand même quelque chose d'étrange, hein, puisque ça voudrait dire que tout à coup le marché aurait un intérêt soudain pour notre planète, ce qui est quand même étonnant, et tout à coup il aurait un intérêt soudain pour le portefeuille des ménages, et un intérêt soudain qui mettrait les dividendes de ses actionnaires au second plan, ce qui est évidemment strictement impossible. Donc ce projet de loi est avant tout fondé sur deux dogmes. C'est d'abord celui du chômage qui est lié à la croissance, que, comme nous dit, à la croissance faible, comme nous le dit Le Foll, et puis que l'austérité est nécessaire parce qu'il faut bien se désendetter et atteindre ce 3% magique de déficit dont on nous parle, c'est-à-dire la règle d'or, à la place de ce que nous on appelle la règle verte. Donc du coup, à côté de ça, l'austérité va imposer des investissements très très insuffisants pour réussir cette transition énergétique, puisque l'État prévoit 10 milliards d'investissements sur 3 ans, alors que l'ADEME, elle, prévoit, qui est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, prévoit, elle, 10 milliards par an jusqu'aux objectifs, c'est-à-dire 2030-2050. Donc vous voyez qu'on est loin du compte, et que même certaines associations prévoient, elles, qu'il faudrait 20 milliards d'euros par an jusqu'à l'atteinte des objectifs pour pouvoir rendre ce projet viable. Au-delà de ça, il y a une vraie baisse du budget du ministère de l'écologie, pardon, celui-là dans l'économie je ne pense pas. Il y a eu une réduction de 6,5% du budget du ministère en 2014, une nouvelle réduction de presque 6%, j'ai arrondi à 6%, hein, c'est 5,90, etc. Presque 6% pour 2015 est prévu dans le budget, et en 3 ans, ça fait 1,65 milliard qui a disparu du budget de l'écologie, et ça a supprimé 1641 emplois dans ce ministère. Donc on essaye de nous faire croire qu'on peut changer de modèle énergétique tout en s'inscrivant dans une austérité qui diminue sensiblement et en permanence les budgets, ce qui est évidemment une grande supercherie. À côté de ça, par contre, il n'y a rien, et je dis rien, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'on pourrait me dire que c'est pas vrai, mais il n'y a rien de véritablement efficace contre la précarité énergétique.